Ça marche. Ok, du coup, tu veux qu'on commence par quel exercice? Euh, Bah, le premier, j'ai pas fait les deux dernières. Le premier exercice, j'ai pas fait la 2 et la 3. Ok. Alors, exemple 1, question 2. Du coup, on a quel que soit AB en R, montrer que B inférieur à A carré plus B carré sur I. Alors là, c'est vraiment, t'as pas d'idée. En fait, tu vas partir par équivalence. C'est-à-dire, tu fais ça et tu essaies de simplifier. Donc là, je vais mettre le 2. Bon. A carré plus B carré. Je mets tout dans l'autre sens. Alors là, tu peux voir directement quelque chose, non? Maintenant, tu vas rien. Ouais. Mhm. Voilà, c'est en gros A moins B le tout carré. Ouais. Et comme ça, c'est vrai, toujours, quel que soit AB dans R. Donc ça aussi, c'est vrai. OK? Par équivalence. Ok. Alors, la troisième. Donc Et maintenant, juste une question par rapport oui. à ça. Par rapport à la rédaction, on doit dire quoi? Bah, en fait, là, c'est le principe par équivalence. C'est-à-dire, euh, A équivalent à B, c'est B vrai, alors A est vrai. C'est A est vrai, B est vrai. Tu vois? Ok. Il suffit juste d'avoir des équivalences. Ok, tu parles pas équivalence. Mais là, il ne faut pas casser l'équivalence. Ok. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une implication. Il faut toujours vérifier si tu n'as pas fait une opération quelque part qui casse l'équivalence. Ok. Ok. Sinon, si tu veux éviter les équivalences, tu fais ça dans ton brouillon. Ok. Et tu parachutes directement celle-là. Tu vas dire, on sait que ça, donc, implication, et tu retrouves ça. Tu vois? Ok. Tu commences par là et bon, celle-là, c'est un peu parachuté puisque tu ne peux pas le voir directement. Tu vois? Mhm. Mais ça, tu peux le faire, par exemple, dans ton brouillon. Tu dis, on sait que ça, c'est toujours positif. Alors, tu simplifies, tu retrouves celle-là, tu vois. Bon, ok. Troisième, donc là, quel que soit AB positif, réel positif, montrer que, voilà. Bah, pareil. Mais là, on peut, bon, je dois montrer ça. Bon, je dois simplifier. Mais, bon, déjà, ça, c'est équivalent. Je lève tout au carré, en fait, puisque là, il y a la valeur absolue. Donc, déjà, quand je lève au carré, l'implication directe, elle est toujours vraie, mais la réciproque, il faut la vérifier. Bon, puisqu'il y a la valeur absolue, donc la réciproque aussi, elle est vraie. Donc, ça ne casse pas l'équivalence. Ça, en gros, c'est racine de A, racine de B, tout carré est inférieur à A moins P. OK? C'est toujours équivalent. Mhm. Ensuite, donc j'ai A moins 2 racine de A fois racine de P plus B plus petit que, voilà, A moins P. Là, c'est juste de simplifier. Maintenant, tu remarques que, bon, je ne vais pas encore lever ça au carré, ok? Puisque moi, je ne sais pas a priori. Ouais, ça va être compliqué. Donc, ce que je fais, je vais supposons que A plus grand que B. Puisque là, en fait, si tu remarques, c'est une égalité. A et B jouent des rôles symétriques. Si je change A, remplace A par B, B par A, ça ne change rien. Tu vois, Mhm. par symétrie entre A et B, si je démontre que ça c'est vrai pour A plus grand que B, c'est pareil pour B inférieur plus grand que A. Ouais. Vous comprenez le Ouais. principe? Par symétrie de rôle. Du coup, voilà, donc ça c'est l'hypothèse. Je continue l'équivalence sous cette hypothèse. Donc on va être comme si cette hypothèse va bouger jusqu'au départ. Bon,
Du coup, ça, sous cette hypothèse, c'est quoi? C'est A moins B. Maintenant, je peux simplifier. Donc, le A va disparaître. OK? Donc, je vais avoir quoi? De B plus petit que de racine de A, racine de B. Bon. Bon, là, pour B, bon, pour B égale à 0, pour B égale à 0, par exemple, ça, c'est toujours vrai. OK? Donc là, tu peux même prendre quel que soit A et B strictement positif. Puisque pour A ou B égale à 0, c'est toujours vrai. OK? Ok. C'est cette inégalité. Donc, je peux supposer, quel que soit. Bon, tu fais A et B égale à 0 séparément. Donc là, j'ai le droit de simplifier par B. Donc, et par deux racines de B, pardon. Donc, je vais avoir racine de B plus petit que racine de A. OK? Puisque B, c'est racine de B au carré. Donc, ça, c'est équivalent que B plus petit que A. Or, ça, c'est par hypothèse. Je l'ai déjà supposé. OK? Mhm. Ça, c'est vrai, donc ça, c'est vrai. A est plus grand que B. Ok. OK? Si tu n'aimes pas trop la rédaction par équivalence, ça, tu fais dans ton brouillon. OK? Et tu commences de cette partie et tu remontes. Tu vois? Ok. Tu dis, on suppose que A est plus grand que B, donc racine de B plus petit que racine de A, donc ça, donc ça, donc ça, donc ça, jusqu'à arriver là. Ok. OK? Mais voilà, quand on, par exemple, si on a une égalité, il faut jamais hésiter en fait à faire une séparation des cas. Si tu vois un genre de symétrie, il faut l'exploiter, tu vois. Mhm. Donc ça va pas tomber directement. Parfois, il faut faire des hypothèses. Là, si on ne sépare pas les cas, on va rester bloqué, tu vois. Il y a une valeur absolue qui nous gêne. Donc, puisque j'ai la symétrie, donc je peux supposer qu'A plus grand que B, c'est facilement. Ok. Du coup, on fait quoi? Et je vois. On fait quel exercice? Euh, dans l'exercice 2, c'est quoi? Non, l'exercice 3. Ok. En fait, les bijections, j'ai pas très bien compris. Alors, tu as déjà fait toutes les questions? De lequel? Exercice 3. J'ai fait jusqu'à la H. La 4. Ok. Donc, déjà, tu as démontré que F il est strictement décroissante, c'est ça? Le F, il est. Ouais. Tu as trouvé quoi en F' du X? C'est quoi c'est? Sur F' racine dx. de X moins X, non? Quelque chose comme ça? F' dx, j'ai 1 sur 2 racines de x moins x. Ouais. Moins 1 sur 2 facteurs Alors, de racine de x moins x. alors attends. C'est moins. Il manque le moins. C'est quoi le domaine de définition de F déjà? Domaine de définition, pas le domaine de dérivation. Parce que là, c'est différent. Euh, c'est sur 0, 1. Le 1 exclu. Ouvert, fermé, ok. Donc, domaine de définition, tu as dit c'est ça. Ouais. Ok. Le domaine de dérivation, F est dérivable Euh, sur est dérivable sur 0,1. ouais. Car en fait, la racine de x, puisqu'on fait une composition de ln de
De quoi déjà? De 1 moins racine de x. OK? Bon, c'est là pour la rédiger proprement. Bon, il faut dire que x, la fonction x associée 1 sur racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini. OK. Et la fonction x associée, donc celle-là je l'appelle u, celle-là je l'appelle v, x associé ln de x est dérivable sur quoi? Sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Ensuite, ça c'est, puisque moi j'essaie d'appliquer la dérivation de composition. Et il faudra avoir quoi comme condition? Que l'image de l'espace de dérivation de, de la première, en gros ça c'est i, il faut avoir u de i inclus dans G. Tu vois? Il faut qu'il soit inclus dans ce domaine. Donc, la u de 0 plus l'infini, ça donne quoi? Bon. C'est pour ça, nous on ne va pas prendre tout 0 plus l'infini, puisque si je prends 0 plus l'infini, ça ne va pas être inclus dans 0 plus l'infini. Donc, je prends 0, 1. Si tu prends 1 compris, u de 1, ça va être égal à 0. Et 0, il n'appartient pas à cet espace. C'est pour ça que tu prends 1 ouvert en 1, ouvert en 0. Bon. Donc U2. Puis effectivement, si tu calcules ça, c'est même égal en fait. Nous, on a besoin juste de l'inclusion pour avoir la dérivation de composition. Donc tu dis par dérivée de composition, f est dérivable, puisqu'en fait f maintenant, f de x, c'est quoi? C'est u, c'est v rond u de x. Ok. Ouais. Tu vas dire effectivement f est dérivable et sa dérivée c'est voilà e f prime de x c'est e prime de x fois v prime de u de x est dérivable, voilà, f est dérivable sur cet espace sur i. Ok. Bon, ici en fait on a besoin que de l'inclusion. C'est pour ça que j'enlève 0, puisque racine de x n'est pas dérivable en 0. Ok. Okay. Pourtant, la fonction est bien définie en 0. F de 0, c'est 0. Mais elle n'est pas dérivable en 0. C'est pour ça voilà, le domaine défini, domaine de dérivabilité, c'est 0, 1, ouvert en 0 et 1. Bon, ça c'est pour le rédiger proprement. Soit on fait ça pour la dérivation, soit pour la continuité, on fait pareil. Par exemple, pour une composition. Bon, du coup, c'était quoi déjà la question? Alors, ok. Donc, tu as déterminé J. Ok. Ok. Comment tu as déterminé J? Oh, F2. Tu as fait comment? J, c'est mon infini 0, non?
Alors, tu fais comment en fait? Tu le poses directement ou tu le démontres toi-même? Bah là, je l'ai vu avec le tableau de variation. Je sais pas si Ouais, c'est bon. ouais bon, il y a quelques profs qui n'acceptent pas ça. Normalement, il y a un théorème qui dit que, par exemple, on utilise la monotonie plus la continuité. Tu dis que comme f est continue, bon, sur 0,1 et décroissante sur 0,1 aussi. Donc, je peux calculer directement ça. Donc, ça va être, elle est continue en 0,1, elle est décroissante et en 1, ouais. Et admet une limite quand x tend vers 1 moins. C'est quoi? C'est moins l'infini. Donc là, tu fais en gros ça, donc ouais. Tu changes. En fait, c'est les décroissantes, tu changes le sens. C'est-à-dire la limite, x tend vers 1 de f de x, f de 0, puisqu'elle est continue en 0. Si elle était décroissante, ça va être quoi? Si elle était croissante, ça va être f de 0, limite f de x. Ok. Si elle était croissante. En fait, c'est un théorème du coup, normalement, ça. Donc, Ouais. c'est moins l'infini. Moins l'infini, 0. C'est ça que tu as trouvé? Ouais, tu as Ouais. le résultat. Ouais. Ouais. Bon, ok. On dit dire que f est défini une éjection de I vers J. Ok. Alors, normalement, pour avoir la bijectivité, f est bijective, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu vas démontrer d'abord que f est injective et surjective. Ok. Surjective, c'est-à-dire f de I égale à J. Ok. Puisque nous, en fait, il nous dit, on déduit que f définit une bijection de I vers J. En fait, c'est la fonction induite, normalement. Bon, f de I vers J. Bon, parfois, on peut prendre la fonction induite. Mais bon. Donc, ça, c'est déjà prouvé. Donc, il est surjectif. C'est l'injectivité qui manque. L'injectivité vient de quoi? Bon, soit là, pour les fonctions vraiment dans l'analyse, on préfère utiliser le strict monotonie. Effectivement, si une fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, elle est directement injective. Ok. Donc, surjectivité, tu l'as déjà démontré en utilisant ce théorème. La stricte monotonie, elle est strictement décroissante, donc elle est injective. Injective et surjective, donc elle est bijective. Ok. Ok. Voilà. Et il y avait une autre façon de le faire ou pas? Pour l'injectivité, bon, la surjectivité, on le fait toujours Non, comme ça. non, Donc, pour l'injectivité, pour non, l'injectivité, oui. pour la bijection, carrément. Pour la Au lieu bijection, de faire oui. Oui, injective oui, tu peux utiliser la définition. F est bijective, ça veut dire quel que soit Y appartenant à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire J, ici, il existe un unique X appartenant à l'espace de départ, tel que f de X égale à Y. En gros, tu vas résoudre cette équation. OK? Mais en tout cas, nous, on est obligé de la résoudre pour répondre à la question suivante. OK? Pour retrouver la réciproque, on est obligé. Ça veut dire, pour chaque élément dans l'espace d'arrivée, il admet un unique antécédent. C'est ça la définition de la bijectivité. OK? L'unicité vient du fait qu'elle est injective et l'existence vient du fait qu'elle est surjective. OK? Donc, en tout cas, en fait, on est obligé de résoudre cette équation. Donc, si on résout cette équation, en fait, on va répondre
aux deux questions. C'est-à-dire, on va répondre quelle est effectivement une bijection, plus on va avoir la forme de l'inverse, fonction inverse. Donc, je résous l'équation f de x égale à y. Bon, je fixe y et je cherche x. C'est-à-dire, j'écris soit y appartenant à j, qui est égal à moins l'infini 0. On cherche x. Là, l'inconnu, c'est x. OK? Donc, ça, c'est équivalent à ln de 1 moins racine de x égale à y. Toujours, il faut partir par des équivalences. Là, je prends l'exponentielle, donc 1 moins racine de x, exponentielle y. Ça, c'est équivalent racine de x égale 1 moins exponentielle y. Alors, mon but, c'est de trouver x. Donc, effectivement, par équivalence, j'ai trouvé que pour chaque y fixé dans G, il existe un unique antécédent x qui s'écrit sous cette forme. OK? Et du coup, c'est quoi l'inverse? L'inverse de f? Bah, l'inverse de f, en fait, donc là, tu vas dire directement que ça, c'est vrai, puisque là, j'ai trouvé x. Je l'ai trouvé. Et le point de y, c'est ça, et qui vérifie cette équation. Et c'est un unique, en fait, il n'y a pas plusieurs. C'est l'unique x qui vérifie ça. OK, par équivalence. Donc, j'ai trouvé le x. Comment je trouve l'inverse, la fonction inverse? Donc là, je dis directement que effectivement f est bijective avec cette méthode. Et c'est quoi l'inverse? Bon, pour avoir l'inverse, je te donne un peu l'intuition. Si j'ai f de x égale à y, et si je sais que f est inversible et bijective, je peux exprimer x comme f moins 1 de y. Okay? Je compose avec f moins 1, f moins 1 de deux côtés. F moins 1 rend f, c'est l'identité. OK? Donc, en gros, f moins 1 de y, c'est ce qui m'a sorti tout à l'heure, en fait. Donc, c'est exactement 1 moins exponentielle y au carré. Donc, voilà, j'ai la forme de f moins 1 de y. Hein? Donc, voilà. Donc, f moins 1, elle est définie de j vers i, maintenant, avec quel que soit, bon, quel que soit y ici, c'est ça la définition de f moins 1. C'est bon? Ouais. OK. Alors, donc c'est f moins 1, et il l'a appelé, lui, c'est h. Donc voilà, on a calculé h de x, quel que soit x dans G, c'est 1 moins exponentielle x, tout comme. Maintenant, 5, montrer que h est dérivable sur G et calculer sa dérivée. Bon, là, tu as deux choix, en fait. C'est pour ça qu'il donne la remarque en dessous. Là, tu as deux choix. Soit tu vas encore essayer de démontrer que celle-là est injective, puisque la surjectivité, tu l'as déjà, en fait, par définition, puisque tu as f de i, c'est j. Donc f moins 1 de j, c'est i. Et ça, c'est h de j égale à i. Donc déjà, ta h, c'est des surjectives. OK? Et l'injectivité vient de fait que, par exemple, tu peux montrer l'injectivité. Tu prends quel que soit x, y dans j. L'injectivité, c'est quoi? C'est h de x égale à h de y implique que x égale à y. C'est ça la définition de l'injectivité. OK? Bon, là, je fais un peu une démonstration formelle, mais on peut faire la démonstration analytique. Donc, tu commences h de x égale à h de y, tu dois démontrer ça. Tu vas faire comment? Donc, ça implique déjà h, bon, h de x, c'est f moins 1 de x, f moins 1 de y. Je compose des deux côtés f.
OK. Bon, en fait, ça fait partie du cours. C'est f est bijective. Bah, f moins a aussi est bijective. Ça, c'est normal. OK. Mhm. Alors là, ah oui, je suis parti. Non, c'est pas ça que je. Ah, excusez-moi. Parce que là, j'essaie de démontrer que f moins a est bijective. C'est n'importe quoi. Je veux démontrer la dérivabilité. Ouais. Effectivement, c'est f est bijective, f moins a aussi est bijective, et son inverse, c'est f. Bon, la dérivabilité. Bon, il y a un théorème qui dit que si f est dérivable, bijective, alors f moins 1 l'est aussi. Dérivable, et dérivable aussi. Mais bon, on va voir comment avoir l'intuition de théorème. En gros, je sais que f rend f moins 1 de x, c'est quoi? C'est x. Mhm. Si je dérive ce machin, je trouve quoi? F moins 1 prime de x fois f prime de f moins 1 de x égale à 1. Donc, à condition que, bon, donc je peux exprimer f moins 1 prime de x comme 1 sur f prime de f moins 1 de x. À condition si f prime, bon, de f moins 1 de x, elle est non nulle. Ok. Donc, j'ai directement l'expression de f moins 1 prime en fonction de la dérivée de f. Ça, c'est le théorème. Après, euh, après, on peut utiliser la forme directement. On peut utiliser la forme de ce machin, de f moins 1. Cette fonction, elle est comment? Tu peux démontrer facilement que cette fonction, bon, sans démontrer, celle-là, elle est strictement décroissante aussi. Pourquoi? Puisqu'on a aussi un théorème, c'est f est strictement croissante, strictement, bon, elle est croissante, f moins 1 aussi, et pareil pour décroissante. Ok? Mhm. C'est-à-dire l'inverse, en fait, elle stabilise la monotonie. Ouais. Donc, si j'ai la stricte croissance, bah c'est bon, c'est que j'ai l'injectivité. J'ai l'injectivité, entre autres, qu'est-ce que je dois faire? Dérivable. Alors, bon, je fais toujours la même chose. Ouais. Non, non, ça on ne peut pas utiliser. Je vais faire. Alors, poser un dérivable. F est dérivable. Ouais, ouais. Je pense que soit tu dis directement f-1 d'après sa forme, elle est dérivable. Ça, c'est évident. Exponentielle est dérivable partout. Composé avec le carré, elle est dérivable partout. Ok. Soit tu le fais directement sur la forme. Ça, c'est la solution la plus directe. Soit tu utilises le théorème. Après, il faut pas oublier de dire que quand même, il y a cette condition en fait pour calculer f moins 1 prime avec cette formule. Sinon, tu la calcules directement avec celle-là. Tu calcules directement sa Mhm. dérivée, ça va être plus simple. On va juste vérifier si ça donne la même chose. Puisqu'il a dit ces résultats étaient-ils prévisibles, justifiez votre réponse. On va vérifier effectivement. Donc on a f-1 de x, c'est 1 moins exponentielle x de t au carré.
Bon, ça c'est h de x. Donc h' de x, c'est 2 fois la dérivée de ce machin. Donc il y a moins exponentielle x fois 1 moins exponentielle x. Bon. Ok. Donc ça c'est h'. Bon. Bon, ici, en fait, ce qu'on remarque, que h, déjà ici, il est dérivable sur R tout entier, en fait. Mais nous, puisque h, il est défini uniquement sur J. Ok. C'est juste la restriction de cette fonction sur J. Bon. En tout cas, sa dérivée aussi, il est défini partout. Pourtant, si on utilise cette formule, ça donne quoi? Donc, c'est f moins 1' de x, c'est 1 sur f' de f moins 1 de x, c'est-à-dire, ok, donc il faut voir f', on a dit tout à l'heure, c'est 1 sur 2 racine de x, etc. Donc en gros, c'est 2 racine de f moins 1 de x moins f moins 1 de x, c'est ça? T'as compris ça? Hein? Moi, je vais avec la première. J'ai pas entendu. Moi, j'ai fait avec celle d'en haut. Ouais, ouais. Mais parfois, il y a des fonctions en fait qui sont très difficiles à dériver. Donc, on fait le passage par cette formule. C'est pour ça qu'il a posé la remarque, la dernière remarque. Mais on va voir quand même, Ok. est-ce que tu as compris déjà ce que j'ai fait là? Ouais. J'ai f', je l'ai déjà. F' de x, c'était quoi? C'est 1 sur 2 racine de x moins x, c'est ça? Oui. Bah, je l'ai composé avec f moins 1 de x. Bon, f moins 1 de C'est x, moins. Le moins. c'est x moins racine de x, c'est ça? Bah, c'est moins 1 sur. Bon, il y a le moins, c'est ça? Oui, le moins devant, Bon, devant le 1. donc f moins 1 de x, on a dit c'est 1 moins exponentielle x au carré. Donc, je fais le calcul. Donc, je prends la racine. C'est pour ça ici, en fait. Bon, je prends la racine. Normalement, tu dois garder la valeur absolue. Moins 1 moins exponentielle x de tout au carré. Mais comme ici, x, pour h, elle est définie sur j, c'est-à-dire moins 1 moins l'infini 0, c'est-à-dire x est inférieur à 0, donc exponentielle x est inférieur à 1, c'est-à-dire 1 moins exponentielle x est positif. Donc là, j'enlève la valeur absolue. Donc c'est 1 moins exponentielle x. Et là, je simplifie. Moins 1 moins exponentielle de x. Euh, moins plus exponentielle x. 2 exponentielle x. Donc je simplifie tout. Le moins avec le 1. 2 exponentielle x. Donc là, exponentielle x moins exponentielle de x. Je factorise avec exponentielle x. Moins 2 exponentielle x. Sur de 1 moins exponentielle x. Donc en gros, c'est 2 exponentielle x moins 1. Est-ce qu'on a retrouvé la même chose? Ouais, c'est ça. Mhm. C'est exactement ça, tu vois? Ouais. Donc on a retrouvé la même formule. Mais tu vois, pourquoi il faut fixer x dans j, puisque là, tu ne vas pas te débarrasser de ça. Pour ça, il faut fixer dès le départ, puisqu'on étudie h sur j. Ok. Voilà. Et effectivement, on sait déjà aussi que f' de x et f moins 1 de x, non, f' de x, il s'annule uniquement en 0 et 1.
Et je sais, moi, que f moins 1 de x, pour la dérivabilité, en fait, il appartient à 0,1. C'est ça? Donc, en fait, f' de f moins 1x ne s'annule jamais. C'est pour ça, c'est condition. Puisque là, je divise pour ça, pour qu'il ne s'annule pas. Donc, ça, c'est vérifié aussi. Puisque je sais que f', il s'annule uniquement en 0 et 1. Et f moins 1 de x, il est à valeur dans 0, 1, ouvert. OK? Mais pour faire cela, il faut dire que x, c'est pas appartient à j, il appartient à moins l'infini, mais il faut aussi 0 ouvert en 0. Puis si x prend 0, f moins 1 de x, ça prend quoi? Ça prend 0. Or, cette fonction, elle va s'annuler en 0, f'. Donc, le domaine de dérivabilité pour h, c'est pas moins l'infini 0 fermé en 0, mais plutôt c'est ouvert en 0. C'est pour ça que ça sert cette condition. Donc, il faut toujours faire attention. Ouais, on calcule. Ok, bon. Et est-ce que tu pourrais faire le tableau de signes et de variation pour voir s'il est bien fait, bien bien? Pour ça, pour f ou pour... Oui, pour F. Ok. Alors, donc on a dit que f' de x, c'est 1 sur 2 x moins racine de x. Donc f', donc là c'est quel que soit x, appartient à 0, 1. Ok. Et f' de x, elle est positif, c'est seulement si x moins racine de x. Mais là, le 0, il est inclus pour le... Ah non, rien. Comment? Non, rien. Donc là, ok, donc... ok, donc en x plus grand que racine de x est différent de 0. Donc racine de x plus grand que 1. Donc x plus grand que 1. Voilà. Donc par négation, puisque moi j'ai x est plus petit que 1, donc f' de x est strictement négatif, c'est seulement si x est inférieur strictement à 1. Ok. Ce que j'ai déjà moi. Donc f est strictement décroissante. Voilà. Bon, là, si si je veux récapituler, bon, je fais juste un mois ici. Puisqu'en fait, elle s'annule jamais. F', il s'annule jamais. Donc, F, donc là, en 0, c'est 0. Il est bien contenu en 0. Et là, tu prends, voilà, la limite. C'est envers un moins de f de x, qui est moins l'infini. Est-ce que pour F', on met des doubles barres? Un 0 et 1. Oui, oui, c'est pas défini, tu peux le mettre. Hein. Mais là, c'est défini en 0. C'est juste F'? f' qui Oui. n'est pas défini. Mais f, il est défini en 0. Et en 1 aussi, non? Ok. Non, 1 n'est pas défini. Les deux ne sont pas définis en 1. Ok. Bon, ok. Et après, on fait l'exercice 2. L'exercice 2, je l'ai fait. Alors, tu peux me donner la troisième question? Qu'est-ce que tu as fait pour la troisième? La question 3. Ouais. Euh, Attends, je vais te dire.
En gros, Bah, tu résous cette là, j'ai fait équation. ouais, égal à H. Ensuite, Et là, j'ai dit que quand ça c'était égal à zéro, dans cet on état, avait une solution. ok, unique solution, ok. C'est quoi cette solution? Mais C'est mais il faut quand même discuter sur h delta égale à zéro. C'est équivalent que h facteur de h en 8i égale à zéro, que h égale à zéro ou h égale à 8i. Donc, utile. dans ces deux cas-là, on a z égale à h sur 2, donc soit 0, soit 4i. C'est ça les uniques solutions qu'on a Mhm. pour ouais. Ok, ensuite. Et s'il est différent de zéro, il y a deux solutions. Ok, deux solutions. Donc, quand même, tu vas discuter sur nos h. Donc, tu vas dire, quel que soit, puisqu'effectivement, là, on a vu le cas où delta égale à zéro, c'est-à-dire pour h égale à zéro ou 8i. Donc, tu vas dire, quel que soit h, appartient, quel que soit h dans C privé de 0, 8i, delta est différent de zéro. Ok? Mhm. Quel que soit h appartient à C. Voilà. Donc, voilà, dans ce cas, il admet deux solutions. Et là, tu peux pas exprimer z. Tu peux exprimer en fonction de h, mais tu n'as pas la racine, Ouais. tu vois, tu n'as pas Non. la racine de delta. Mhm. Mais bon. Euh, et du coup, c'est quoi f de d? Bon, déjà, d, c'était quoi? Dans une définition. C'est c, Le D, c'était C privé de 2i. privé de 2i. Donc, c'est quoi f de d? C et C. Pourquoi? Là, je sais pas comment expliquer. Alors, tu viens de le démontrer. Tu viens de démontrer, en fait, la surjectivité. C'est-à-dire, quel que soit h dans C, il existe toujours un z appartenant à d tel que f de z égale à h. Tu viens de résoudre l'équation. Pour chaque Mhm. h, tu as trouvé au moins un antécédent. Parfois, si delta est différent, c'est-à-dire si h est différent de 0 et 8, tu peux trouver même deux antécédents qui sont conjugués. Et Mais là, pour on n'a h pas égale, l'injectivité. on n'a pas l'objectivité. C'est pour ça en fait. C'est-à-dire pour h est différent de 0 et 8i, pour chaque antécédent, pour chaque élément dans C, on a deux antécédents. Donc, c'est pas injectif. Il faut Mhm. avoir un unique. Là, on n'a pas l'unicité d'antécédent. Tu vois? Ouais. Donc, celle-là, elle n'est pas bijective. Elle est effectivement surjective, mais elle n'est pas bijective. Tu peux donner un exemple. Tu peux prendre l'exemple de la question 2. OK? La question 2, normalement, il t'a demandé de chercher la solution, l'antécédent de 1 plus i. OK? Donc, tu dois trouver, bon, déjà, avec cette analyse qu'on vient de faire, puisque 1 plus i, il est différent, et il n'appartient pas à 0,8i, donc automatiquement, il admet deux antécédents. Tu as déjà trouvé la solution pour la question 2. Ouais. Bah, la solution que tu as trouvée, en gros, tu vas trouver de Z0, Z0 et Z1. Et en fait, Z0, c'est le conjugué de Z1, je pense. Non, Non, c'est pas conjugué. non.
Non, c'est pas forcément conjugué. Sauf si ce truc-là est réel. Si ce truc est réel, ça va être conjugué. Ouais. OK. Donc, tu as trouvé Z0 et Z1 qui sont différentes. Bon, tu vas dire que f de Z0 égale à f de Z1. Or, Z0 est différent de Z1. Ça, c'est un contre-exemple de l'injectivité. Ouais. Tu vois? Voilà Mhm. ta, en tant que justification. Et voilà. Mais le fait que ce soit surjective et pas injective, ça justifie que c'est dans C. Non, non, c'est f de d égale à c, c'est exactement la définition de surjectivité. Ok. Tu vois? Ça, c'est la définition Mhm. de surjectivité. Si tu rajoutes Ok. l'unicité, c'est-à-dire tu rajoutes l'injectivité, c'est-à-dire bijectif. Surjectif plus injectif, c'est bijectif. Ça, c'est exactement surjectivité. Ça vient d'où? Ça vient de l'équation qu'on a résolue. F de z égale à h. On a trouvé que pour n'importe quel h, on trouve toujours un antécédent. Ok. Voilà. Ok, bon. Du coup, tu as d'autres questions? Je dis quoi? T'as d'autres questions en exercice? Non. Non, c'est bon. Ok, bon, ça marche. Bah, merci. Ah, je t'en prie. Allez, bon courage. Je t'envoie ce Merci. PDF Ok. et après l'enregistrement. Allez, bonne soirée. Merci à toi Au aussi. revoir. Salut.